Bonjour, donc alors cette communication a été préparée avec Kléber Pinto Silva, qui est donc maître de conférence à l'Université de Versailles, responsable du département génie civil, tout récemment créé. Et donc je suis Clément Morla, ATER, aussi à l'Université de Versailles, et je travaille donc sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc en fait, on va essayer de mettre en perspective par cette communication une approche très sectorielle et locale du développement durable, qui est l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, et des problématiques plus globales liées aux représentations du développement durable. Donc le titre de la communication, alors sur le programme que vous avez, la version récente, il y a un petit mot en moins qui est le mot éthique. Et donc je tenais à rappeler que vraiment voilà, c'était le lien, le rouage central de cette communication, c'est vraiment cette histoire d'éthique. Donc en introduction, en fait, je voulais juste repositionner ce que c'était que la notion de coût global d'un projet, en tout cas ce qu'on entend nous comme coût global d'un projet. Souvent on pense au coût global à une approche temporelle, à une approche qui correspond par exemple à l'analyse du cycle de vie, donc depuis la conception jusqu'à la réalisation, l'usage, les consommations liées au projet, et puis les traitements, la fin de vie. Mais en fait, cette conception temporelle, finalement, relève plutôt, dans une définition posée par l'ISO, d'une approche qui s'appelle le coût global élémentaire, donc lié à la gestion de projet. Et à cette approche élémentaire, on peut ajouter une approche du coût global énergie qui correspond à la qualité de vie et aux fonctionnalités liées à ce projet, mais donc de façon transversale, et un coût global qu'on peut appeler partagé, qui là prend en compte de façon plus large, à différentes échelles de temps et de territoire, des coûts sociétaux et environnementaux, et c'est là qu'intervient la notion d'externalité. Donc, ce qui est problématique dans ces différentes appréhensions du coût global, c'est que ces composantes sont gérées et valorisées, si on souhaite parler de valorisation, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui spécifiquement pour l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est qu'on a affaire donc à différents acteurs avec des différences de subjectivité et de culture, comme ça a été évoqué hier, et différentes conceptions du temps. Alors depuis la conception du temps qu'a l'entreprise, jusqu'au temps des pouvoirs publics avec des budgets annualisés, jusqu'au temps des politiques publiques, et encore plus loin, le temps des institutions internationales. Donc en fait la question est un petit peu, voilà, la question qu'on s'est posée en tout cas, c'est comment favoriser la participation des différents acteurs socio-économiques au processus de valorisation. Et ça, on va le voir un petit peu à travers une approche généraliste et globale de la soutenabilité et des éventualités de valorisation, même si on a bien vu hier que les questions de valorisation liées au développement durable posent tout de suite des problèmes, notamment liés à la valorisation du vivant. Et puis une approche sectorielle qui, dans le cadre donc d'une typologie précise d'approche d'opération d'efficacité énergétique, peut donner des pistes pour des approches plus globales de la valorisation liée au développement durable. Donc, alors ça a été évoqué hier aussi, la soutenabilité faible et forte. Il a été rappelé que ce qu'on peut appeler un capital sociétal global, dans une acception faible de la soutenabilité, en tant qu'on peut compenser notamment une perte en capital environnemental par un apport en capital technologique, dans le sens où il serait entendu qu'un apport en capital technologique permettrait des capacités de dépollution, de rendement meilleur, etc. Voilà, mais on a vu aussi, ça a été évoqué, que la problématique de cette approche faible se heurte au comportement non linéaire des écosystèmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les écosystèmes, effectivement, on peut compenser jusqu'à un moment où les capacités d'auto-épuration de l'écosystème font que des seuils sont atteints et que là, il devient très très difficile de compenser les choses, même avec une forte technologie. Et ensuite, une incompatibilité entre des rationalités alors microéconomiques, là il était évoqué hier des recherches d'optimum économique et la rationalité collective, donc avec des problèmes dans le consentement à payer. Voilà. Donc à côté de ça, on a une approche forte du développement durable qui considère le capital critique et en fait qui fait donc une distinction
par rapport au modèle de Stiglitz considéré dans l'approche faible, entre une part du capital naturel, symbolisée là ici par la lettre E, une part qui peut être monétarisée et qui peut être éventuellement échangée, qui pourrait éventuellement être associée à un bien marchand, et une part qui, en tout état de cause, ne peut pas être considérée comme monétarisable parce qu'elle appartient justement à une unité fonctionnelle qui fait que sa présence est obligatoire. Et donc, quand on entend unité fonctionnelle, on peut penser par exemple à la fonction des écosystèmes, par exemple l'eau qui filtre lentement à travers les volcans d'Auvergne pour fournir une eau de qualité. Et donc il faut confronter cette fonction à l'utilité économique qu'on peut en avoir, qui est l'épuration et l'eau de qualité qu'on consomme, et puis donc les logiques de santé, les logiques économiques liées, etc. Et donc finalement ces problématiques-là montrent que à partir du moment où on a toujours une diversité d'acteurs et une réflexion en situation, le développement durable peut s'apparenter à une éthique appliquée. Alors là, quand on parle d'éthique, ce n'est pas éthique au sens de morale. On fait bien la distinction donc, entre l'adjectif éthique, qui souvent dans le langage commun est associé à quelque chose de moral, et la démarche éthique, le processus d'éthique, qui finalement est une pondération en situation, donc une pondération de valeurs qui amène à faire des choix, mais des choix en situation, des choix par rapport à des valeurs définies localement à un instant donné. Donc voilà, on pourrait dire que l'action pour le développement durable doit faire face donc, à des divergences culturelles, pour résumer, qu'elles soient géographiques, sectorielles selon les secteurs d'activité, ou encore stratégiques au sein d'un même secteur d'activité, parce que les différents acteurs n'ont pas les mêmes positionnements. Ensuite, des différences d'approche de l'objet capital naturel, selon qu'on considère comme une entité élémentaire, ou selon qu'on considère des fonctionnalités alors liées donc au fonctionnement des écosystèmes, et qu'on considère les différentes utilités qu'ont les acteurs. Mais le problème des fonctionnalités et de l'approche de ces fonctionnalités, c'est que ça sera toujours lié à la connaissance qu'on a à un moment donné des fonctionnements des écosystèmes. Donc les démarches de valorisation qu'on aura seront toujours des démarches de valorisation en l'état des connaissances scientifiques actuelles. Ce qui veut dire que les prix, si on cherche absolument à vouloir donner un prix, ne seront en tout état de cause que subjectifs, même dans une approche qui prendra en compte toutes les subjectivités. Donc, finalement, on pourrait dire que dans l'idéal, un processus concerté pourrait déterminer des limites de criticité liées aux écosystèmes, c'est-à-dire voir quels éléments de capital naturel font partie d'un capital critique et quels autres pourraient ne pas en faire partie, identifier à côté de ça les différentes utilités sociales et économiques présentes sur un territoire, déterminer les fonctions écosystémiques qui permettent ces différentes utilités socio-économiques et distinguer quelles utilités impactent la partie critique du capital naturel. Et à partir de là, on pourrait dire, voilà, on enlève de la logique de valorisation, de monétarisation, les éléments, les composantes élémentaires qui contribuent à fournir des services qui sont valorisés, et on essaie de recomposer des bouquets de services écosystémiques valorisables qui se basent uniquement sur des composantes élémentaires qui ne font pas partie du capital critique. À partir de là, on pourrait se dire qu'in fine, on redéfinit des utilités monétisables et éventuellement, on peut leur associer alors des valeurs, des coûts et pourquoi pas, si on y tient vraiment, des prix. Mais donc, ce qu'on peut en dire, c'est que les processus d'évaluation et de valorisation doivent être transposables et non pas réplicables à l'identique. Donc là, il y a une vraie distinction, c'est que quand on parle de transposition, c'est qu'on se base sur des principes associés à une définition qu'on a du développement durable, alors qu'on parle d'éco-développement ou de développement durable au sens d'un tel ou au sens d'un autre. Je dirais ici, ce n'est pas vraiment la question. Ce qui importe, c'est que dans le processus d'évaluation et dans le processus de valorisation, on puisse décliner notre conception du développement durable
en sortir des valeurs qui nous aident à pondérer dans une situation donnée. Et donc la pondération, la valorisation éventuelle serait faite dans un contexte local, parce qu'on a vu qu'à chaque contexte local, on a un contexte culturel, au travers donc d'un système de valeurs à la fois unique et évolutif, parce que les conceptions qu'on a de la société évoluent en permanence. Et donc la pondération en situation, in fine, ne peut donner lieu à la fixation d'un prix universel. S'il y a un prix, il sera toujours local, et encore moins un prix définitif. Voilà, donc ce serait un processus, comme le dit Christian Brodack, capable d'adaptation, intégré dans le processus de décision, qui renforce la capacité institutionnelle de mise en œuvre des politiques de développement durable, dans une approche de distinction-conjonction. Ça, c'est le principe d'Edgar Morin, qui évoque le fait qu'on cherche à conjuguer des logiques qui, a priori, semblent s'opposer. Alors ça, c'est quelque chose qui est à tous les niveaux du développement durable, au travers d'un langage adapté, pour favoriser justement l'accessibilité l'appropriation par les décideurs et faciliter la participation citoyenne, comme le préconisent les principes de Bellagio, et qui priorise les valeurs. Alors là, c'est la chaire de gouvernance éco-responsable de l'UQAM qui propose cette définition, cette approche du développement durable qui est assez intéressante. Le développement durable, c'est un processus qui, dans une approche cohérente, reconnaisse explicitement l'intégrité écologique comme condition du développement durable, l'économie comme moyen et le développement social et individuel comme fin. Alors, quelqu'un en avait parlé hier, il s'agit là de donner un sens finalement aux différentes composantes du développement durable. Donc c'est un petit peu un processus de hiérarchisation, mais sans pondération. C'est-à-dire on fixe vraiment une approche de processus, donc avec la condition qui est l'intégrité écologique, le moyen qui est l'économie, et la fin qui est le développement social et individuel. Donc la finalité serait bien le développement social et individuel. À côté de ça, on aurait l'équité, l'éthique appliquée finalement, qui permettrait à la fois de déterminer quelles sont les composantes de l'intégrité écologique, parce que ces composantes-là nécessitent un débat notamment entre chercheurs. Quelles sont les façons qu'a l'économie de préserver cette intégrité écologique pour aborder justement la finalité qu'est le développement social et individuel, etc. Donc l'équité serait un petit peu un garde-fou tout au long du processus, avec cette approche de la gouvernance qui gouverne donc qui gère le respect de l'intégrité écologique et l'adéquation de l'économie avec cette intégrité-là, et l'approche culturelle qui lie le développement social et individuel à des pratiques et à des modalités économiques adaptées. Et donc là, on s'était permis deux petites flèches qui sont particulièrement pertinentes pour aujourd'hui. Une pour montrer que la gouvernance finalement pourrait s'étendre dans ce graphique à la partie finalité développement social et individuel, dans le sens où c'est une gouvernance participative qui doit avoir lieu, et dans le sens aussi où cette gouvernance participative peut permettre une adhésion et une citoyenneté accrue, et donc une efficience du processus de gouvernance. Et de la même façon, une acculturation plus importante de l'intégrité des processus biologiques permet une gouvernance adaptée et une adaptation du moyen économique aux finalités. Donc on pourrait étendre un petit peu dans ce sens-là les approches culturelles, les approches de gouvernance. Voilà, donc en fait, finalement, l'idée là, c'est de transcrire, de dire que la diversité culturelle peut être facteur d'efficience économique, même si ce n'est pas quelque chose de très, très répandu, et que finalement, c'est un facteur très important d'efficience économique, dans le sens où il s'agit de transposer des intérêts sectoriels en résultats portant sur un potentiel intérêt partagé, donc dans une approche locale et participative, garantie par une reconnaissance des biodiversités politiques et culturelles. Alors là, c'est un jeu de mots, mais qui montre bien finalement que une approche en coût global veut dire considérer ces biodiversités d'intérêt, et donc dans une approche du coût global spécifique à chaque territoire considéré.
Voilà, donc ça peut impliquer de nouvelles logiques comptables, comme le fonds émergé depuis très peu de temps. Alors le groupe numéro 4 du Club Développement Durable, du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables français, il propose une comptabilité universelle. Le livre vient de sortir chez l'Harmattan en 2012, ça s'appelle Manifeste pour une comptabilité universelle. Et il propose donc une approche domaniale de l'enregistrement de la valeur, donc sans compensation entre les 3 volets environnementaux, sociaux et économiques, par rapport à la logique comptable actuellement qui s'équilibre entre les 2 parties du bilan, et portant sur les impacts des actions plutôt que sur la mesure des quantités qui occasionnent ces impacts. Alors quand on regarde finalement ce qu'il propose, c'est tout à fait dans le ton de ce qu'est la définition forte de la soutenabilité, avec une non-compensation, en tout cas une non-compensation totale entre les 3 volets environnementaux, sociaux et économiques, et une considération fonctionnelle, donc en considérant les impacts des actions, plutôt qu'une considération pour les entités élémentaires du capital naturel, qui correspondrait ici à la mesure des quantités qui occasionnent ces impacts. Donc c'est vraiment un changement de paradigme de comptabilité. Et donc là, c'est un petit peu la logique de développement durable au sens fort qui pourrait, en tout cas selon leur proposition, être inclus dans les logiques comptables et donc dans la logique de valorisation des transactions par l'entreprise. Voilà, donc ça veut dire tout ça finalement une valorisation des identités culturelles des différents acteurs à partir du moment où les utilités qu'ils considèrent, alors que ce soit les scientifiques, le secteur privé, les citoyens, etc., s'ils peuvent débattre des utilités qu'ils considèrent pour leur apporter une valeur, ils ont une valorisation dans le processus de décision sociétale. C'est donc une implication de chaque type d'acteur dans la création de référentiels comptables locaux, donc des référentiels comptables qui prennent acte donc, des valeurs culturelles locales, mais aussi de la distinction du patrimoine écosystémique local. Et également, donc, ça permet une adhésion au dispositif de valorisation. Adhésion parce qu'en fait, on a été partie prenante à la conception des règles et que donc ces règles co-construites localement sont bien plus acceptables et que donc les processus d'internalisation par fiscalité ou autre sont bien plus acceptés à partir du moment où tous les acteurs ont participé à leur élaboration. Donc finalement, on sortirait là d'un système de gouvernance à perte, sorti de politiques publiques contradictoires, qui ne sont absolument pas conçues dans des logiques de coût global. On voit par exemple l'agriculture et les politiques sanitaires qui se tapent dedans en permanence. Une logique Grenelle, finalement, multi-acteurs, qui s'applique au processus de valorisation, et des approches contractuelles inhérentes alors aux caractéristiques des biens plutôt qu'aux besoins des acteurs. Donc un changement, vraiment là, on peut vraiment changer je ne dirais pas jusqu'à changer de paradigme, mais changer de perspective de façon importante. Donc nous, on a essayé de montrer comment on applique ça dans l'efficacité énergétique des bâtiments, qui est notre cœur de domaine d'étude. Donc du diagnostic à l'évaluation, finalement, on se rend compte que dans un projet d'efficacité énergétique, on a 3 dimensions qui sont alors la dimension physique, météorologie, climat, enveloppe du bâtiment, etc., équipement. Une dimension fonctionnelle, service public, là c'est parce qu'on considère beaucoup les projets liés au secteur public, métier support, organisation, etc. Et puis une dimension sociologique liée aux usages, parce que les usages dans l'efficacité énergétique, c'est une très grande composante de la réussite d'un projet, et la coproduction, le management. Et en fait, ce qu'on peut dire finalement, c'est que là, on a aussi, alors à une échelle sectorielle et à une échelle microéconomique, une domanialité triangulaire qui peut rappeler la translation, enfin qui peut rappeler la domanialité triangulaire du développement durable. Finalement, la dimension physique, qu'est-ce que c'est ? C'est bien l'environnement lié à un projet d'efficacité énergétique. La dimension fonctionnelle, les métiers support, l'organisation, etc., c'est l'économie dans le sens économie, moyen de réussite, moyen d'associer l'environnement à sa finalité d'objet. Et la dimension sociologique, bien sûr, pour le patrimoine social. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la recherche des périmètres de capital critique et l'identification des utilités fonctionnelles dans un bâtiment, c'est-à-dire au regard de ces 3 dimensions-là, suivent la même logique que la recherche de capital critique dans une démarche de soutenabilité forte du développement durable.
donc, au travers des regards des différents acteurs, par exemple, un projet d'efficacité énergétique va amener à avoir un impact sur le capital, enfin sur le métier du responsable de com, qui ne sera pas le même que sur le métier du comptable de l'organisation, qui ne sera pas le même que sur le gestionnaire des services techniques, etc. Et chacun peut considérer un capital critique impacté par un projet. Donc voilà, donc on a aussi une diversité de regards, et cette diversité peut se générer à la fois dans l'approche physique, donc environnementale, dans l'approche fonctionnelle, mais surtout, on a noté que pour les projets d'efficacité énergétique, l'approche du capital sociologique d'une organisation était très 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 importante à partir du moment où l'expertise dans la conception, la définition d'une situation de référence liée à un projet et puis jusqu'au suivi permet tout simplement de bien calibrer un projet, de bien le définir. Et c'est là qu'est le cœur de l'enjeu finalement, et que l'adhésion au projet permet une capacité de résilience extrêmement importante en cas de bouleversement économique d'un contrat. Parce qu'on sait que, par exemple, si on a un contrat qui se met à aller très mal du fait d'une forte hausse des énergies tout d'un coup, si jamais on a en interne des acteurs très très motivés qui savent adapter leurs usages, on peut lisser le choc économique et avoir un projet qui tient la route. Si personne n'est préparé, s'il n'y a aucune adhésion en interne, ça ne marche pas du tout. Donc ce capital sociologique, finalement, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose qui est très important, finalement, à l'échelle du développement durable. Et c'est ce qu'on tente de faire valoir quand on parle de concertation, quand on parle de participation citoyenne, etc., même si actuellement, on n'a pas vraiment trouvé les moyens de faire valoir cette concertation, parce que les conférences de citoyens, etc., c'est des trucs qui sont très bien, mais le problème, c'est qu'on y voit des gens qui ont le temps d'y aller, c'est difficile d'y aller à 19h quand on sort du boulot, et que donc le phénomène de participation en France, alors il est bien dans l'idée, mais il n'est pas suffisamment mobilisé, et donc il y a en plus un problème qui est un décalage entre l'expertise citoyenne finalement et la sous-valorisation de cette expertise qui amène en plus le citoyen à se désintéresser de la vie politique et à ne plus prendre parti aux petits endroits où il est sollicité. Donc finalement on voit que, en tout cas dans ce domaine-là, il peut y avoir des éco-innovations. Alors ce qu'on appelle éco-innovations contractuelles, c'est des innovations immatérielles qui amènent à des économies d'énergie, donc à des améliorations écologiques. Donc si le calcul économique n'est finalement plus qu'un outil ponctuel et ne peut pas être considéré comme quelque chose de globalement uniquement acceptable, enfin c'est pas la seule base d'un projet en gros, si la valeur associée à un projet dépend donc tout autant de son analyse structurelle, c'est-à-dire de la composition que du système qui est lié à ce projet, c'est-à-dire des interactions entre acteurs, alors finalement on peut se dire que l'efficience d'un contrat dépend du cadre d'évaluation et de valorisation. Et dans le domaine du bâtiment, on a eu deux types d'éco-innovations assez particulières qui sont liées notamment au contrat de performance énergétique. Alors ça, c'est quelque chose qui est très débattu, très politisé, mais c'est pas ça là que je voudrais évoquer. C'est une des modalités de ce contrat de performance énergétique ou des partenariats publics-privés en général. C'est le dialogue compétitif. Voilà, donc le dialogue compétitif, c'est quelque chose en fait qui amène différents acteurs économiques à se positionner sur un projet, à faire des offres, à échanger avec une personne publique, à proposer des idées, donc sur la base d'un cahier des charges qui soit fonctionnel et non pas technique. Donc on demande une performance, on demande un résultat, la personne publique ne propose pas un cahier des charges technique figé. Et donc il y a plusieurs tours comme ça, et ainsi de suite. Si vous voulez, il y a vraiment une relation, une définition du projet, une coproduction du projet qui se fait entre une personne publique et un partenaire privé, et ça amène finalement, c'est comme la logique du Grenelle, c'est comme la logique de la concertation. Finalement, on pose les divergences d'intérêts avant la contractualisation, et ça évite d'engendrer 2 ans de travaux, je ne sais pas combien de millions de frais, pour se rendre compte au bout d'un certain temps qu'il y a un problème. Donc et puis ça permet de générer ce qu'on appelle un capital confiance. Alors ça, on en pense ce qu'on veut, mais ça permet d'engendrer un dialogue. Et ce dialogue-là, disons, il fait partie d'un cadre obligatoire dans ce contexte. Alors dans un contexte privé, lié aux locaux commerciaux de plus de 2000 m², on a un truc un petit peu qui ressemble un peu à ça.
c'est le bail vert. Le bail vert, c'est un cadre obligatoire de dialogue entre le bailleur et le locataire qui doivent s'entendre. Donc c'est une annexe au bail. C'est une annexe au bail. Donc le bailleur et le locataire doivent s'entendre sur un programme d'amélioration de l'efficacité énergétique des locaux et doivent s'entendre sur les modalités et sur les potentiels intérêts partagés. Alors le locataire, ce sera sur son image, le bailleur majoritairement sur des économies. Et puis sur les modalités, c'est-à-dire l'accès aux locaux facilité par le locataire pour le bailleur, etc., pour faciliter les opérations. Donc en conclusion de tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que finalement ces deux approches-là sont des balbutiements, hein, bien entendu, mais c'est quand même des signaux assez importants destinés aux experts pour faire évoluer les processus de formation des prix, alors depuis des approches strictement utilitaires, comme dans une approche faible du développement durable, vers des approches qui sont plus fonctionnelles et plus concertées de la valeur. Voilà, donc le domaine de l'efficacité énergétique, en tout cas qui est notre centre d'études, ce qu'on a vu, et c'est pour ça qu'on a voulu participer à ce colloque, même si ce n'est pas forcément notre cœur de préoccupation, c'est que c'est un lieu de création juridico-économique qui est porté par l'Union européenne et qui peut en retour inspirer des politiques globales, dans le sens où des démarches participatives sectorielles, donc projet par projet, peuvent à la fois être inspirées de l'approche par la qualité globale qui est liée au processus de développement humain, donc durable, ça va sans dire, ou soutenable, voilà, et puis peut participer à créer donc des consensus locaux et transversaux autour de valeurs liées aux questions de durabilité. Et donc c'est ça qui est finalement intéressant, c'est que ces consensus, c'est des montages, des contrats locaux qui permettent de créer des consensus sur des valeurs. Et s'il y a ça dans plusieurs secteurs à un même niveau local, on aura des consensus sur des valeurs et des valeurs qui émergeront à un même niveau local et qui feront un consensus transversal dans les démarches de valorisation. Et ça peut... Finalement, on peut avoir un transfert, on peut avoir un retour bottom-up, justement, très utile pour les processus de valorisation des politiques de développement durable. Voilà. Merci. Merci pour cet exposé qui a tenu dans la demi-heure. J'ai retenu de votre exposé la relativité de l'éthique par rapport à la morale. Et puis, les préceptes chers à Edgar Morin sur les logiques opposées. Effectivement, il y a un nouvel encadrement maintenant de tous ces projets qui avancent. J'ai moi-même eu l'occasion de participer à des enquêtes publiques, par exemple, où on voit bien que les enquêtes publiques sont en train d'évoluer, de prendre en compte cette expertise citoyenne. Mais c'est là où il y a problème, c'est jusqu'où on peut aller dans l'expertise citoyenne. C'est un petit peu compliqué. Entre les techniciens et les citoyens, il y a quelquefois un fossé que les enquêtes publiques n'arrivent pas à combler quand même. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans le débat. Nous allons entendre maintenant Madame